Grâce au pétrole, j'ai connu c'est quoi les millions, j'ai pu voyager, j'ai eu de belles rencontres qui m'ont permis de me développer sur d'autres aspects. Rien que de dire je suis dans le pétrole et le gaz, les gens te respectent. Un Américain, il vient au Sénégal, il fait du consulting. Et au moment de négocier, il m'a dit t'inquiète pas, tu seras content. Il me fait un chèque de 1,2 million pour quelqu'un qui touchait que 300 000 par marché. Là, j'ai commencé à comprendre l'enjeu de ce secteur-là. Je me suis dit, mon gars, finis la récréation. Est-ce que le Sénégal fait partie des plus grosses réserves au monde? Même en Afrique, on ne fait même pas partie des top 7. Le pétrole fait trop de bruit. Quand est-ce que le Sénégal va ressembler aux Émirats arabes unis? En tout cas, avec le pétrole, non. Parce que ce qu'on gagne sur le pétrole par an, si tu prends le DGID, les impôts, ils gagnent plus que ça. Avec le régime, ça parle de renégociation, etc. C'est très difficile de renégocier des contrats pétroliers et gaziers en tout cas. Quand tu entames une renégociation, le projet va s'arrêter. On n'est plus en contrat, on est en contentieux. Est-ce qu'on gagne réellement 10%? Ça, c'est de la politique. Moi, j'ai assisté à un séminaire. Le formateur nous dit qui a une fois lu le contrat. Avant de lever ma main, je me retourne, je vois qu'il y a personne n'a jamais lu de contrat. Et tous ces gens-là, ils ont déjà parlé à la télé. Est-ce que Aliou Sall doit à chaque Sénégalais 400 000? Ça, c'est pas vrai. Les salaires dans ce domaine, c'est des salaires qui tournent autour. Là, j'ai travaillé pour une consultante. On me payait par heure 200 000 francs. Et lorsqu'il m'a payé, je dis, mon gars, tu ne t'es pas trompé. Il m'a dit non. Tous nos consultants, en tout cas les consultants juniors, ceux qui viennent d'arriver, c'est le barème. J'ai vu quelqu'un qui gagnait 30 millions. Certains, souvent, ils me disent, oui, comment je fais pour rentrer dans le secteur, je fais quelle formation? C'est un secteur où, rien que la chaîne de valeur, tu as des communicants, tu as des comptables, tu as tout type de métier. Parce que c'est une entreprise normale. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Mapate Sow, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Ça va très bien. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, d'habitude, j'ai tendance à dire que c'est difficile de me présenter, mais je pense que je vais rester dans notre cadre du thème. Je suis Mapate Sow, je suis le fondateur de la plateforme Or Noir Africa, qui est une plateforme d'information et de communication, maintenant de consulting, dans tout ce qui est pétrole, gaz et mines. Donc, si je dois me présenter, je suis aussi spécialiste sur les questions énergétiques, pétrolières, gazières. Et je pense aussi que tu as fait de la consultance dans plusieurs pays. Oui, plus de 25 pays, je ne vais pas les citer. Donc, Dieu a fait qu'on a fait 25 pays en Afrique, on a été au Moyen-Orient, en Asie, donc pour ne citer que cela. Aussi, bon, mis à part ça, on a un cabinet qui s'appelle War Consulting, c'est même l'éditeur de Or Noir Africa avant. Maintenant, Or Noir Africa est devenu une compagnie à part entière. Great. Quel est l'objectif de notre masterclass d'aujourd'hui, selon toi? Alors, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de comprendre le secteur de manière vraiment très simple. Même si les personnes, par exemple, qui n'ont pas été à l'école, doivent pouvoir comprendre de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de pétrole, de gaz. Les gens pensent que c'est un peu technique. Si bien qu'il y a des parties techniques, il y a des parties qu'on devrait comprendre dans l'ensemble. En tant que citoyen lambda, quoi. Parce que souvent, le débat est tellement relevé qu'on devrait le rabaisser. Comme le but de Pape Diop, qui est très clair. Il n'y a pas de messie, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je les félicite. C'est pour ça que je le rends en hommage, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre des casquettes. Yeah. Donc, voilà. L'objectif, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir comprendre de manière beaucoup plus simple sur la table, que tout le monde puisse comprendre c'est quoi le pétrole, c'est quoi le gaz, c'est quoi les énergies, etc. Et tout ce qui s'ensuit, les dérivés, c'est quoi les enjeux,
qui peut rentrer dedans, qui ne peut pas rentrer dedans, ça n'existe même pas. Mais en gros, c'est un peu ça l'objectif, quoi. Alors, quand on parle d'hydrocarbures, les gens pensent automatiquement peut-être au carburant pour le véhicule, au gaz de cuisson, etc. Et on se rend compte, en fait, que ça va au-delà de ça, en fait. Alors, c'est une question très intéressante, hein. Quand on parle d'hydrocarbures, c'est hydrocarbures. C'est l'hydrocarbure. Hydrocarbure, c'est quoi? C'est le pétrole et le gaz. Ça s'arrête là. Pétrole, gaz. Et si tu prends le pétrole et le gaz, pour chaque élément, on peut sortir beaucoup de choses dedans. Par exemple, prenons l'exemple du pétrole. Nous sommes au contact du pétrole. Les lunettes que je porte, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Tout ce que je porte, c'est du pétrole. Le moyen de locomotive qui m'a permis de venir ici, c'est du pétrole. Donc, le pétrole sort en forme de brut. C'est ce qu'on appelle le pétrole brut. Donc, et ce pétrole brut-là, on le raffine. Aujourd'hui, par exemple, le pétrole de Sangomar on amène ça à la SAR ou bien dans une autre raffinerie. Dieu a fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a une raffinerie depuis plusieurs années. Donc, c'est ça l'avantage que nous avons. Sinon, on aurait importé. Ou bien le pétrole qu'on aurait, on ne pourrait pas l'utiliser ici. Parce qu'il y a une partie du brut qu'on utilise à la SAR. La SAR a fait, il y a un projet qui s'appelle AKTBS, un peu pour permettre de recevoir ce brut de Sangomar. Parce que chaque pétrole a ses spécificités. Donc, il y a le pétrole lourd, léger, etc. D'ailleurs, même c'est comme ça, en fait, qu'on définit le prix de chaque pétrole. Donc, on dit, avant, en fait, nous, on achetait au Nigeria, ou bien à la Libye, etc. Selon la quantité, la qualité du moins du produit, quoi. Donc, le pétrole, c'est un produit indispensable à la vie. Après, on parle là de transition énergétique, etc. Mais le pétrole aujourd'hui est indispensable dans notre vie, en tout cas en Afrique. Le gaz aussi, c'est pareil. Là, par exemple, au Sénégal, on parle de gaz to power. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en parler. Avec le gaz, on peut faire des fertilisants aujourd'hui. Même avec le pétrole, il y a certains produits de pétrochimie qu'on peut utiliser. Avec le gaz, on peut produire de l'énergie en abondance. C'est pour ça qu'on parle de gaz to power. D'ailleurs, le gaz to power, c'est-à-dire du gaz, c'est de l'anglais. Hein? Donc, rien n'est diabolique. Gaz to power. C'est-à-dire que c'est le gaz vers l'énergie. C'est-à-dire que tu prends le gaz, tu le produis pour avoir de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie aujourd'hui, c'est tout ce qui permet de développer un pays. Parce qu'un pays, pour se développer, doit s'industrialiser. Et les industries, ils sont énergivores. C'est pour ça que nos pays, souvent, quand on parle d'industrialisation, il y a des préalables. Donc, pour revenir sur la question, hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz. C'est cet ensemble-là qu'on parle, c'est l'ensemble de ces deux éléments qui font qu'on parle d'hydrocarbures. Et on parle de pétrole et de gaz. C'est quoi la différence, en fait, entre les deux? Disons que c'est deux types, c'est comme deux types de molécules. Hein. C'est comme si tu prends le paracétamol et, disons, l'Ibex. Dans l'Ibex, tu as le paracétamol, tu as l'ibuprofène. Dans le paracétamol, tu as le paracétamol tout simplement. Donc, chacun a son rôle. C'est ce que je t'ai expliqué tantôt. Par exemple, quand tu prends le pétrole, il y a ses dérivés. Avec le pétrole, c'est avec le pétrole qu'on a le gasoil, qu'on a l'essence, qu'on peut avoir du kérosène, qu'on peut avoir du naphtha pour faire tout ce qui est tous les produits pharmaceutiques, tout ce dont j'ai cité tantôt. On peut avoir du bitume pour faire les routes. On peut avoir du fuel lourd pour faire rouler les bateaux, pour faire rouler, par exemple, les centrales qui produisent de l'électricité. Donc, avec le pétrole, on peut avoir tout ça. Avec le gaz, on peut avoir de l'électricité, des fertilisants, etc., etc. Et au Sénégal, on a découvert des réserves d'hydrocarbures. On a plus de pétrole ou de gaz, ou bien on a les deux? On a plus de gaz que de pétrole. Comme j'ai tendance à dire, bon, tu me permets, en wolof, ça dit pétrole de bari bayre. Je vais traduire. Le pétrole fait trop de bruit.
le pétrole fait trop de bruit. Mais il y a d'autres produits qui sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, par exemple, si tu prends le gaz, il est considéré comme l'énergie de transition. Il fait partie de ce qu'on appelle les énergies de transition. Parce que là, quand on parle de transition énergétique, c'est l'écologie, c'est aller vers les énergies beaucoup plus propres. Donc, le gaz est écologique. Non, ça peut pas être écologique. En fait, le gaz, on appelle ça de l'hydrogène gris, par exemple. Comment ça, le gaz, c'est l'énergie de transition? Parce qu'il est moins polluant. D'accord. Par exemple, en termes de pollution, quand tu prends le gaz, le pétrole, par exemple, tu le brûles. Tu vas à la SAR, on le met dans un four, par exemple, que tu le jettes quelque part. Bon, pour faire expliquer de manière, si tu prends une marmite, tu verses le pétrole, tu le brûles, et à chaque niveau de degré, tu sors un produit. Par exemple, j'ai pas exactement les chiffres, mais par exemple, à un certain degré, tu as l'essence. À un autre degré, tu as le gasoil. À un autre degré, tu as le kérosène. À un autre degré, tu as tel. À un autre degré, tu as le fuel. Jusqu'à ce que, quand tu finis de bouillir ta marmite, tu as des résidus qui sont en bas. Ces résidus-là, c'est le bitume qu'on utilise pour les routes. Donc, tout est utile, en fait. Tout est utilisable. C'est comme l'arachide. Yeah. C'est comme l'arachide. Là, je pense que... Donc, c'est un peu ça. Avec le gaz aussi, déjà, le gaz... C'est du gaz pour le transporter. Je ne sais pas si tu te rappelles de nos cours là au niveau quand on faisait le primaire. Tu as la condensation, l'évaporation, etc. Ouais. Tu comprends? Le gaz, on ne peut pas le transporter comme ça parce que c'est du gaz. C'est à l'air gazeux, quoi. Le gaz, tu ne peux pas le transporter comme ça. Donc, on le liquéfie, on le déplace ou bien on le vend. C'est pour ça que tu vois les tankers là, où c'est en forme de bonbonne. Je sais pas, quand vous traversez Gorée, vous voyez un bateau bleu, le bateau de Carmone. C'est du gaz qu'il y a là-bas qui donne aux centrales là. Quand tu vas au port, tu vois un central flottant avec les poteaux là. Donc c'est le gaz qu'on donne à ce central là pour pouvoir produire de l'électricité. Je pense qu'il donne plus de 30% de la consommation, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas les chiffres quand même exacts dans la tête. Franchement, mais je pense qu'il donne 30% de la consommation ici au Sénégal. Donc le gaz, en tout cas, pollue moins que le pétrole. Parce que, juste tout simplement parce que le pétrole est brûlé. Donc il y a beaucoup plus de pollution. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça la différence entre le gaz et le pétrole. C'est pour ça qu'on dit que le gaz est l'énergie de transition, quoi, parce que c'est beaucoup plus propre que le pétrole. Mais si on regarde bien les choses, le pétrole est beaucoup plus utile que le gaz. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Et je peux le défendre parce que tout ce qu'on peut avoir avec le pétrole, on ne peut pas l'avoir avec le gaz. Le gaz peut te sortir, en tout cas à ma connaissance, que pas plus de 4 spécifications. Encore une fois, à ma connaissance, pas plus de 4 spécifications. Électricité, les fertilisants et d'autres types de gaz qu'on peut utiliser. OK. Et où se trouve le gaz et le pétrole du Sénégal? Bon, le gaz, c'est très simple. Le gaz se trouve à Saint-Louis. D'ailleurs, même si tu vas dans la langue de Bâle, tu vas apercevoir la plateforme. C'est un offshore. À partir de la côte, on peut apercevoir la plateforme. Effectivement. Ok, donc c'est pas très loin de la côte. Non, c'est pas trop loin, on va dire, parce que il y a des plateformes qu'on ne savait même pas qui existaient. Ça, c'est d'autres histoires, quoi. Autant dans certains pays. Par exemple, je veux pas citer ces pays-là, mais par exemple, les gens ils produisaient en offshore. Ils n'avaient pas des outils de contrôle, des éléments de contrôle. Ils viennent dire à l'État, oui, j'ai produit tant. Alors que c'était en fin fond de la mer. C'est ce qu'on appelle offshore. Par exemple, si on revient sur ça, le offshore et onshore, c'est 2 termes qui ne sont pas techniques, c'est des termes anglais. Après, pour comprendre certaines choses quand même, il faut comprendre l'anglais, quoi. Parce que c'est des industries internationales qui est utilisé par beaucoup de personnes, c'est le melting pot. Tu vas dans une plateforme, tu vas avoir un Sénégalais, un Indien, un Français, un Américain, un tel ou tel. Pour pouvoir parler, la langue universelle, c'est quoi? C'est l'anglais. C'est pour ça que certains termes qu'on rencontre dans certains textes ou bien certains discours, pour moi, on ne devrait même pas en parler. Soit on parle français, ou on parle anglais. Après, les gens, c'est juste pour... Bon, excusez-moi, mais c'est juste pour faire le malin. Au lieu de parler le pétrole offshore. Pétrole, c'est du français. Offshore, c'est de l'anglais.
On ne peut pas mélanger. Quand tu mélanges les gens. Mais dis le pétrole en mer. Les gens vont comprendre. Le pétrole sur terre ou à terre, ça c'est le onshore. Mais tu ne peux aussi, tu utilises deux types de langage, mais la personne qui ne sait pas c'est quoi onshore, offshore, qui ne comprend pas l'anglais, il va pas comprendre. Parle avec un enfant anglais. Tu lui dis pétrole offshore. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Offshore, pas le pétrole, parce qu'il ne sait pas c'est quoi le pétrole. Right. Donc ça aussi c'est important. Les gens, quand ils communiquent, c'est important qu'ils ne, brouillent pas les pistes. Après, si on revient par exemple sur mon expérience, peut-être je devrais commencer comme ça. Pour une petite anecdote. Moi, avant, je savais, j'ai pas fait d'études de permis jusqu'à dernièrement, quoi. J'ai commencé parce qu'arrivé à un certain stade, arrivé à un certain niveau de travail, d'implication, il faut que tu te formes, quoi. Ça, c'est une obligation. J'ai fait récemment une formation en économie sur tout ce qui est pétrole, gaz et énergie dans un pays arabe que je vais pas citer. Mais pour revenir sur l'histoire, moi, c'est pour ça que je dis que tout le monde peut rentrer dans le secteur pétrolier. Tout le monde. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, un jour, je passais devant la télé gauche-droite, on parlait du partage des recettes du pétrole et du gaz que le Sénégal avait. Je me rappelle très bien, je dis, les politiciens là, ils parlent pour prendre le pétrole. Et puis, je parlais comme les autres. Mais quand ils ont parlé de 15 000 milliards, je me suis dit, tiens, moi, j'ai besoin de ces 15 000. Et juste 1 milliard, ça me suffit. Après, le reste, vous pouvez partager entre Sénégalais, il n'y a pas de souci. Je pense à moi. Parce que moi, dans ma tête, je suis tout le temps à la quête d'opportunités. Tout ce qu'on me dit, je pense opportunité. Comment je fais pour me positionner ou bien pour gagner dedans? Donc, je dépasse la télé. Quand j'ai entendu 15 milliards, tac, je me suis dit, mais attends, il y a beaucoup d'argent. C'est la première fois que j'entends un secteur qui parle comme ça, mais de manière très simple, quoi. Après, je vais faire des recherches. Je me rends compte que pendant 2 jours, je fais des recherches sans dormir. Je me suis rendu compte que tous les projets dans le secteur, en tout cas pendant ce temps, en 2018, étaient comment dirais-je, les coûts des projets étaient exorbitants. Donc, je n'avais pas les moyens, je ne pouvais même pas avoir 300 000 francs pour moi. Et j'étais dans l'entrepreneuriat depuis plus de, disons peut-être 8 ans. Parce que tout le monde sait que l'entrepreneuriat, c'est petit à petit, quoi. Il faut te forger, il faut avoir la patience. Bref, beaucoup de vertus. Je pense que beaucoup en ont déjà parlé. Donc, je fais les recherches. Je ne peux pas financer tous les types de projets que j'ai vus. Après, avec mon manque de connaissances dans le secteur, je pouvais pas connaître les niches. Donc, et comme par hasard, à la deuxième et dernière journée, je m'étais dit, genre, si je trouve pas, je laisse tomber. Et comme par hasard, je suis tombé sur une radio aux États-Unis, plus précisément au Texas, qui parle que de pétrole. Parce que au Texas, c'est le pays du pétrole. Par exemple, si tu as les 2 types de barils qui sont les plus vendus et qui sont les barils de référence quand on parle de pétrole. C'est-à-dire c'est le baril de Brent américain et le WTI, West Texas Intermediate, quelque chose comme ça. Donc c'est le Texas. Donc c'est au Texas que j'ai vu qu'il y avait une radio qui parlait toute la journée que de pétrole. C'est comme si le infosport c'est un infosport, quoi. Je me suis dit, tiens, moi je suis communicant, je sais faire des sites internet. Je mets un site internet. Ndeysaan, il y a un gars même avec qui j'ai travaillé qui m'avait dit, mais pourquoi parce qu'on avait travaillé sur sa plateforme digitale, il m'avait dit, Ndeysaan, pourquoi tu ne me fais pas ton site internet? Je dis, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'un jour je le ferai. Parce que je ne me voyais pas faire ça. Et quand j'ai fini de faire ma plateforme, j'ai pensé à lui. C'est Pape Ngagne de la TFM. Wow. Peut-être qu'il se reconnaît. Il m'a dit, mais toi, tout ce que tu connais là, pourquoi tu ne fais pas ça? J'ai dit, non, peut-être que c'est pas mon truc, quoi. Donc là, j'ai créé la plateforme. Je suis parti sur LinkedIn, que je conseille à tout le monde. Moi, c'est mon réseau social préféré. Sinon, je ne rentre pas sur les autres plateformes. Je ne reçois même pas de notification. En tant que digital manager aussi. Je ne rentre même pas. Je ne reçois pas de notification. Tant que je ne rentre pas. À chaque fois que je rentre, même l'application me dit, oui, allowed, genre, accepte de recevoir des... Je dis non. Ça me fait perdre du temps. Je vais sur LinkedIn où je dors, où je réseaute, où je fais tout, qui m'a permis de connaître beaucoup de monde.
Je répertorie les experts dans le secteur. Je leur dis, envoyez-moi vos écrits, envoyez-moi vos expériences. Et moi, en m'envoyant ça, avant de publier, je traite l'information et en traitant, je fais ce qu'on appelle le learning by doing. C'est-à-dire, j'apprenais en lisant. Et quand tu apprends, tu entends les mots offshore, onshore, EPC, des choses comme ça que tu entendais avant. Mais tu traduis le texte, tu te rends compte que c'est des choses que tu connais depuis longtemps. C'est comme ça que j'apprenais et j'approfondissais ce que je sais. Parce que quand tu tapes offshore, il va te dire offshore c'est tel. Mais tu approfondis. Donc c'est comme ça que j'ai mis la plateforme. J'ai commencé à comprendre le secteur petit à petit. Et j'avais un objectif en 2018. En un an, je vais avoir par exemple 1000 likes, 1000 personnes qui vont me suivre. J'ai fait 3 mois, j'ai été appelé par le Cospetrogaz. Et c'est là que je me suis dit, là c'est du sérieux quoi. Et là-bas, quand je suis rentré, je suis venu, machallah, bon, j'ai rencontré de bonnes personnes qui m'ont formé. Parmi eux, un certain Pierre Lermite. On a travaillé sur beaucoup de projets qui sont là aujourd'hui, dont j'ai été fier de travailler sur ça, malgré que j'en parle pas trop, parce que c'est des consultances peut-être qui ne nous permettaient pas de dire certaines choses. Oui. Parce que quand tu es dans l'État, il faut avoir cet esprit de patriotisme qui te permet de ne pas tout dire, tout sortir. Oui. On a travaillé sur un bouclet qui s'appelait 10 questions pour comprendre l'essentiel. C'est après que on a commencé à faire des tournées, etc. Pour revenir sur le sujet, après là-bas, les gens se contactaient de gauche à droite. J'ai une anecdote même que je dis souvent. En 2019, d'ailleurs même c'est là que j'ai eu mon premier million. En 2019. Et j'ai commencé à entreprendre en 2009. Je suis passé par plusieurs chemins. Donc de 2009 jusqu'en 2018, disons de 2009 jusqu'en 2017, je ne dépassais pas le cap de 300 000 francs. Le plus gros, en tout cas, marché que j'avais, ça ne dépassait pas 300 000 francs. Pour plusieurs raisons. Peut-être que ça dépendait des secteurs. Parce qu'avant, j'étais dans la musique. Plus particulièrement dans le hip-hop, qui ne brasse pas d'argent, qui est problématique. Non, faut qu'on invite des. Donc, de toute façon, j'ai déjà invité quelques profils, quoi. On va parler de cette industrie-là. Mais ça va. Après, quand je suis sorti de là-bas, juste pour faire l'historique, donc pour l'anecdote là, on m'a présenté à un Américain qui a eu plus de 60 ans d'expérience en termes de sécurité dans les plateformes. Il vient au Sénégal, il fait du consulting. En fait, lui, il était chargé, quand les entreprises venaient ici, il leur cherche toutes les informations au préalable. On n'avait pas de loi sur le contenu local, etc., etc. Donc, c'était en cours. Donc, on me le présente. Je salue même Farino au passage, qui m'a même ouvert beaucoup de portes sans le savoir. À chaque fois, on dit, oui, Or Noir, j'aime bien ton livre. Et je dis, hey, c'est pas moi de ça, c'est Farino. Parce qu'en ce moment-là, quand j'ai créé la plateforme, Fari sortait son livre Or Noir du Sénégal. Mm-hmm. Moi, c'est Or Noir Africa. Donc, c'était un peu l'amalgame. On me l'a présenté. Après, honnêtement, moi, quand je vais, tu me prends pour quelqu'un, je dis, écoute, attention, c'est pas moi, ça c'est Fari, je peux te mettre en contact, bien, je connais quelqu'un. Il me dit, d'accord. Mais toi, tu as la plateforme. Je dis, oui, j'ai créé ça. Parle-moi un peu de ça. Je lui parle pendant 45 minutes. C'est pour ça que quand on est dans un secteur, pour réussir, il faut être passionné. Il ne faut pas penser d'abord à l'argent. Moi, j'adore l'argent. Encore une fois, j'adore l'argent. Ci wolof xaalis rek laa bëgg. Ça veut dire j'adore l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut connaître l'argent. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne connais pas. Ça va passer sous tes mains. Je suis parti apprendre l'argent. C'est quoi l'argent? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? Comment ça fait pour arriver jusque chez moi? Donc là, on était en train de discuter. En tant que passionné, de nouveaux passionnés dans le secteur, je parle pendant 1 heure de temps. Il devait amener une très grande société ici au Sénégal. Je finis, il me dit, tu as fait combien de temps dans le secteur? Je regarde, je dis, pas grand-chose. Il me dit, oui, dis-moi, je dis 1 an. C'est ce qu'il m'a dit. You are liar, excusez-moi du terme. Tu es un grand menteur. Parce que pour lui, quelqu'un qui a 1 an d'expérience ne peut pas emmagasiner toute cette expérience-là.
Toutes ces informations-là. Après, il me donne le marché. Après, le paiement, même, c'était même, je vais dire, Biran Salan. Il travaille avec Biran. Je ne sais pas si tu le connais, mais lui, il se reconnaîtra. C'est Biran qui m'a payé. C'est pour ça que je sais pas, le premier jour qu'il m'a vu, il était surpris. C'était aux Almadies. Le gars, il me donne le marché. Je lui dis d'accord. Je lui dis, laisse-moi, je vais exécuter ça en 7 jours. Tout en sachant que je pouvais le faire en 30 minutes. Parce que c'était des informations qui étaient disponibles sur Internet. Je me rappelle, le dernier jour, c'était que je devais lui rendre ça. C'était le lundi. Donc, le week-end, il me relance. Il me dit, so, j'espère que tu ne vas pas me faire comme les autres. Je dis non. Je raccroche le lundi, première heure même, ou bien avant même, tu auras. 8 heures, tu ouvres ton mail, tu l'auras. Je raccroche, je rentre sur Internet. Même pas 15 minutes, je lui fais un document Word. Qu'est-ce que le pétrole au Sénégal? Quels sont les enjeux? Quelles sont les lois? Création d'entreprise. Si tu rentres au bureau de création des entreprises, tu as toutes les informations. Lui, il ne savait pas que c'était ça. Je rentre, je regroupe toutes ces informations-là. J'attends jusqu'au lundi. Je pense que ce jour-là, je n'ai pas dormi parce que je ne voulais pas rater l'heure d'envoi. Je lui ai promis. 7h30, je lui envoie le mail à lundi. Il regarde, il me dit, waouh, c'est excellent. Il me dit, passe au bureau, prends ton chèque. Et au moment de négocier, je lui ai donné un chiffre. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu seras content. Je viens vers le gars, il me fait un chèque de 1,2 million pour quelqu'un qui touchait que 300 000 par marché. Là, j'ai commencé à comprendre l'enjeu de ce secteur-là. Right. Je me suis dit, mon gars, fini la récréation. Franchement, j'ai tout arrêté. Même mon bébé qui a fait naître Or Noir, c'est-à-dire War Consulting, je prenais même l'argent que je gagnais sur War Consulting, que j'investissais dans Or Noir. Parce que quelqu'un qui la boîte qui te rapporte peut-être 300 000 par mois, hein, qui a vu naître peut-être une filiale ou etc., un bébé qui lui rapporte 1,2 million, c'est comme si ton papa et ta maman qui te donnent à manger, même pas, qui te donne par exemple un bol fondé, je sais pas, de la bouillie, l'enfant amène une pizza, je te dis, il faut investir sur l'enfant. Yeah, right. Tout à fait. Et vu que le pétrole et le gaz du Sénégal sont offshore, dans la mer, est-ce qu'il y a une différence de qualité ou bien de valeur de pétrole quand le pétrole est dans la mer ou bien sur terre? Bon, ça dépend en fait. Il faut comprendre en fait comment... On a du gaz sur terre, en onshore, sur terre, oui. Le gaz de Gadiaga qu'on produit depuis longtemps, je pense 95, quelque chose comme ça, 1980 par Forteza. Je ne sais pas, il y avait un incident, une explosion de gaz à quelque part, Gadiaga, quelque chose comme ça, où on a amené les Américains pour boucher le trou. Donc, ils sont en train de produire le gaz depuis qui sert à quelques compagnies ici, comme Socosim, une partie va à la Sénélec, etc. Quoi. Il y en a. Mais ça, en fait, c'est pas beaucoup, c'est pas conséquent. Mais en fait, ça dépend. Il faut comprendre comment, en fait, le pétrole et le gaz ont été là où ils sont, quoi. Ont été, comment dirais-je, ont été créés par Dieu. Parce que c'est des végétaux qui se sont, en fait, qui ont plus de... Comment est-ce que c'est-à-dire, cette matière-là, c'est créé. Ouais, c'est ça que je t'explique. Ça dans la nature, quoi. Comment ça s'est retrouvé dans la nature? Ça, c'est la grâce de Dieu. Avant, en fait, il y avait d'autres types d'êtres vivants. On parle de dinosaures, on parle de tel ou tel. Il y a des végétaux, en fait, il y a des types d'arbres, il y a des comment dirais-je, des choses, créatures, des choses qui étaient là avant nous, qui se sont dissipées, qui se sont enfuies sous le sol jusqu'à créer des fragments. C'est un peu technique, ça. C'est ça, en fait, la partie qu'on ne devrait pas parler dans le secteur. Parce que c'est un peu technique, c'est de la géologie, etc. Les trucs se sont enfouis et avec le temps, ça a produit des hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, avec l'eau qui les sépare en bas. Normalement, peut-être on aura l'occasion de voir ça en image. Comme ça, les gens vont comprendre. Donc, c'est comme ça. Après, sur chaque environnement dépend en fait du sol. C'est comme par exemple l'agriculture.
Parfois, tu as des sols qui sont très fertiles, tu as des sols qui ne sont pas fertiles, qui sont moyennement fertiles, tu as des sols qui ne sont pas du tout fertiles. Ceux qui ne sont pas du tout fertiles, on met des engrais, etc. Par exemple, quand tu vas en Casamance, tu peux faire de l'agriculture en abondance. Tu n'as pas besoin de beaucoup de produits. Mais quand tu veux, plus tu montes, plus tu as besoin de produits pour pouvoir fertiliser le sol. Donc, mais sauf que là, c'est naturel. C'est fait par des végétaux qui n'existaient pas avant et qui ne vont plus exister. C'est pour ça qu'on dit, on parle d'énergie fossile. Ça ne se reproduit pas. C'est comme un tas d'eau. Tu mets un tas d'eau, plus le soleil tape dessus, ça va partir. Et quand ça part, ça ne se régénère pas. Ça ne se régénère pas. C'est pour ça que quand il y a des gens, automatiquement, les gens s'empressent de pouvoir le produire le plus rapidement possible. Même si tu prends le pétrole de Sangomar, les prévisions, on les a dépassées. Parce que eux, en fait, ils ont compris l'enjeu de ce qui est de l'énergie fossile, par exemple. Il faut le produire très rapidement. C'est pas quelque chose qui va se régénérer. Non. Quand c'est fini, c'est fini. Non, je veux dire que est-ce que à un moment donné, ça peut s'évaporer, ça peut disparaître, quoi, même si on ne... Non, en fait, plus tu peux trouver une quantité qui est là. Par exemple, quand tu fais peut-être on va aller vers les processus, quoi. Tu fais l'exploration. L'exploration, c'est comme si, par exemple, on te donne un appartement, tu regardes d'abord. Tu regardes d'abord, quoi. Les lieux, bon, tu fais des analyses, tu explores. Après, première des choses, tu trouves ou tu ne trouves pas. Au préalable, il y a des données satellites qu'on a déjà. Il y a des agences, en fait. À partir des satellites, il y a possibilité d'avoir des données. Bien sûr, tu as des données, en fait. On te dit, par exemple, ici, il doit y avoir du pétrole. Après, souvent, les plaques, quand même, là où il y a du pétrole, en tout cas en offshore, les plaques sont un peu liées. Quand tu trouves souvent du pétrole à côté, forcément, il doit y en avoir de l'autre côté. C'est comme sur les côtes équato-guinéen, angolais, gabonais, etc. Disons. Cette zone-là, congolais. On a trouvé du pétrole ou bien des hydrocarbures par là. Forcément, on se dit que de l'autre côté, il y en a. Donc, avec ces données-là, on va faire ce qu'on appelle l'exploration. Comme vous l'entendez, l'exploration, c'est typiquement le mot. On explore, on regarde pour voir, on cherche. Et quand tu cherches, tu as des données. C'est sur la base de ces données-là qu'on voit si on a trouvé le produit ou pas. Si on trouve le produit, on regarde ce qu'on appelle la règle des 3 P. Prouvé, probable, possible. Il faut que ces 3 règles, 3 P-là, soient réunies pour qu'on parle de l'étape suivante, le développement. Prenons le cas du champ GTA. Il y a eu des questions. Par exemple, si ils ont respecté cette règle-là, après, on passe au développement. On va se dire, oui, écoute, on a trouvé maintenant. Par exemple, si on prend le cas de Total, qu'on a décrié. Total a recherché, il n'a rien trouvé. Il y en a même, d'après certaines informations, ils ont trouvé quelque chose, mais c'était du lourd. Le pétrole c'était à l'étape de l'exploration? Oui, mais ce n'est pas conventionnel. Donc, quand ce n'est pas conventionnel, soit il y a plusieurs raisons. Parce que souvent, les gens, ces données-là sont très sensibles. Soit tu le produis, c'est tellement lourd qu'on ne peut pas l'utiliser. Parce que parfois, ça peut arriver. C'est comme de l'eau. Il y a différents types de marques. Tu peux voir de l'eau, deux camps sont légers, d'autres sont un peu plus lourds. C'est pour ça qu'on a des choix, selon ce que nous voulons. Mais sauf que là, c'est des possibilités. C'est-à-dire, on peut l'utiliser ou on ne peut pas l'utiliser. Pour revenir, pour une parenthèse, Total l'a fait, on l'a décrié, il a mis ses milliards. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, en période d'exploration, tu as 80% de chances de ne pas réussir. Tu prends un entrepreneur, tu lui dis, tu mets ton argent, en plus des milliards, mais tu as 20% de réussite, 80% de chances, tu ne réussis pas. Mais il ne va pas mettre ses billes. Tu lui parles même de 50%, 30%, il ne va pas mettre ses billes. C'est pour ça que ces compagnies-là prennent trop de risques. Pour ça. Après, ils sont cotés en bourse. Ils ont leur raison. Ils ont assez suffisamment de fonds. Ils peuvent rattraper dans d'autres champs. Right. Et donc, en gros, c'est un peu ça la différence, quoi. Par exemple, si tu vas sur le site qui met tous les produits, tu vas voir la différence pour chaque produit par rapport à chaque pays.
Sauf les deux là, le Brent et le WTI. Ça, ce sont les barils de référence. C'est comme le dollar et l'euro. Ce sont les monnaies de référence. Donc, c'est ça. Est-ce que, avec les découvertes d'hydrocarbures, est-ce que le Sénégal fait partie des plus grosses réserves au monde ou en Afrique? Même en Afrique, on ne fait même pas partie des top 7. Comme j'ai l'habitude de le dire, le pétrole fait beaucoup plus de bruit. Quand on parle de ressources naturelles, par exemple, les mines font partie. Donc, quand on parle il faut faire la différence. Quand on parle de hydrocarbures, c'est le pétrole et le gaz. Quand on parle de ressources naturelles, parce que là, par exemple, si on prend l'article 25 de la Constitution, il dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. C'est pas comme aux États-Unis où quand tu retrouves ces genres de ressources naturelles, tu peux le produire. Quand tu vas au Texas, par exemple, si tu as du pétrole qui sort de chez toi, ça t'appartient. Donc ici, pour éviter cet amalgame-là, un Mapade qui retrouve du pétrole dit « ouais, c'est pour moi, que personne n'y touche ». Après, ça va amener des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a déclaré que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, juste pour revenir à la question, on ne fait même pas partie du top 5, du top 7. Je pense que le premier, c'est le Nigeria. Le numéro 2, c'est la Libye. Après, tu as l'Algérie, tu as le Gabon, tu as l'Angola, tu as le Congo. On ne fait même pas partie des top 5. Après, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas un hub ou bien on n'a pas d'apport conséquent sur nos ressources naturelles. Comme j'ai tendance à dire, moi, si je savais, j'allais rentrer dans les mines. Parce que là-bas, il y a beaucoup plus d'argent. Le pétrole fait du bruit. Le pétrole, ça a la bénédiction, quoi. Mais les mines, c'est là où il y a beaucoup plus d'argent. Et ils le font discrètement. Personne n'en parle. Et si tu prends rien que les minerais critiques, ou bien même, disons, rien que les minerais qu'on connaît, que les personnes lambda connaissent, on te parle de l'or qui continue d'avancer, de monter, son prix ne descend pas. Si tu prends le pétrole, tantôt ça monte, les prix sont extrêmement volatiles. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Et ça peut pas monter jusqu'à dépasser $100. Exceptionnellement, ça a dépassé $100, mais ça n'a pas duré. Plus d'1 mois, 3 mois, 2 mois, voire 3 mois. Mais d'ailleurs, même quand tu conserves ton argent ou bien tu veux garder ton argent, tu ne veux pas le garder à la banque, en tout cas pour certaines sommes conséquentes, tu achètes des lingots d'or. Ou bien tu achètes des bijoux en diamant, etc., etc. Il y a le bauxite, il y a le lithium, l'aluminium, il y a le fer. Tout ça, ce sont des minéraux qui font partie, en fait, qu'on peut classer dans le secteur minier. Oui. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur par rapport aux découvertes de pétrole, par rapport aux quantités, par rapport à la durée d'exploitation? Pour Sangomar, il faut comprendre deux choses. Déjà, il y en a 2 champs au Sénégal qui sont en production. Côté découverte, il y a 3 découvertes. Il y a le projet qui n'est pas encore en cours, pas d'opérateur pour l'instant pour la production. Ça, c'est Yakar Teranga. Ça, ils envisagent le Sénégal envisage de le produire pour sa propre consommation. Donc, c'est le projet de gaz to power. Donc, en ce moment, ceux qui sont en production, c'est le projet de GTA, Grande Tortue Ahmeyim, qu'on partage avec la Mauritanie, sur lequel on est sur la phase 2, avec plus de 450 milliards de mètres cubes, pour une production estimée entre 15 et 25 ans. Et donc, cette production-là ne dure que 25 ans. Ouais. C'est-à-dire, quand je compare ça aux pays arabes qui produisent depuis des dizaines d'années, nous, on a... C'est-à-dire, après, derrière tout ce bruit-là, c'est 25 ans. Malheureusement. Ouais. Parce qu'en fait, il faut comprendre la différence. Hein.
La différence, c'est que les Arabes ont beaucoup plus de quantité que nous. Ils ont beaucoup plus de quantité. Donc, c'est justement, tout simplement à cause de ça. Après, derrière cette production, il y a tout un tas de choses que ça peut nous apporter. Sur l'échiquier, par exemple, international, quand on parle de pétrole et de gaz dans tel pays ou tel pays, il y a des entreprises étrangères, des majors qui vont venir au Sénégal. Donc, il y a certains aspects de repositionnement que nous aurons. Okay. Il y a aussi le transfert de technologie, il y a des infrastructures qui vont être mises en place, il y a de nouveaux emplois qui vont être créés, il y a de nouvelles connaissances qui vont être développées. Sur le plan même culturel, économique, les choses bougent. C'est-à-dire les gens vont connaître notre culture, il y a le tourisme, il y a pas mal de secteurs. En gros, tout le monde peut y bénéficier. Ok. De toute façon, on va revenir sur les avantages. Donc ça, c'est le gaz. Pour le gaz GTA qui est exploité au niveau du champ GTA. Ouais, qu'on partage avec la Mauritanie, nos amis frères, les Mauritaniens. Donc ça, c'est le gaz. Donc sur le pétrole, c'est à peu près 630 000 millions de barils, avec une production estimée à 20 ans. Donc, pour une production annuelle parce que c'est 100 000 barils jour, annuel de 25 000, je crois, si je ne me trompe pas. Estimation. Mais par exemple, en 2025, on a dépassé ces estimations. Je pense qu'on a produit quelque chose comme 50 000 barils, 30 000 barils, 30 à 47 000 barils, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc, ça a dépassé les prévisions qu'on avait là-dessus. Donc, juste pour dire que le Sénégal a dépassé ses attentes. Donc, ça, c'est rare de le voir dépasser des prévisions. Donc, juste pour souligner que il y a du bon boulot qui a été fait pour arriver à ces chiffres-là. Et il y a aussi une autre information, c'est que par rapport à la plateforme GTA, au champ de GTA, que l'on partage avec la Mauritanie, une bonne partie de ce champ gazier-là est situé au niveau du Sénégal. Mais quand même, lors des négociations, du partage, etc., on a décidé de partager en fait à 50-50 à part égale avec la Mauritanie. Est-ce que c'est comme ça que cela s'est passé? Oui, bon, c'est comme ça. Après, bon, déjà les Mauritaniens sont nos frères. On a beaucoup de relations ensemble qui dépassent le cadre des histoires d'hydrocarbures ou bien des histoires économiques. On est des frères. Et sur ce genre de projet-là, je pense que l'exemple du Sénégal et de la Mauritanie est salué à travers, est une comment dirais-je, coopération internationale saluée par tout le monde. Parce que c'est des choses qui sont très rares, qui ont brûlé des pays, qui ont mis en mal des pays. Et le Sénégal, cette intégration a été bien faite. Malgré qu'une bonne partie est sur le Sénégal, on a fait une unité mixte pour partager à part égale. Et je pense que c'est ça qui a permis aujourd'hui qu'on puisse arriver à ce stade de production. Et ce que Dieu fait, par exemple, du côté de la Mauritanie, malgré qu'on avait beaucoup plus de surface en termes d'irrigation, la Mauritanie a fait une découverte qui est, disons, 2 à 3 fois plus que le champ GTA. C'est le champ Bir Allah. La Mauritanie, aujourd'hui, a une très grande réserve de gaz, rien qu'à lui. Donc, imagine un peu, si on avait un peu calculé, oui, l'autre doit avoir tant ou tant, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais produit. Et que la Mauritanie va trouver le champ Birala, il va produire. Et pendant ce temps, nous, on n'aurait pas produit. Parce que tant qu'il n'y a pas d'accord, on ne produit pas. Il y a une partie qui est là-bas, il y a une autre partie qui est ici. Et on ne produit pas par partie. Forcément, tu vas toucher forcément la partie de l'autre. Et ça, c'est interdit quand on n'a pas d'accord. Donc ça, c'est un très bon exemple qui a été salué à travers le monde de coopération, en tout cas dans ce secteur-là. Et qui est en train de gérer la production et comment est-ce que la cession est faite? C'est-à-dire, quelles sont les entreprises qui gèrent la production et comment est-ce qu'on leur donne ces marchés? Déjà, il y a ce qu'on appelle le cadastre pétrolier. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le cadastre.
c'est la délimitation en fait des surfaces. Donc, les surfaces en mer offshore, sur terre onshore, ont été délimitées sous forme de blocs. On leur donne des noms. Par exemple, supposons que c'est des blocs, tu dis B1, B2, B3, ou bien pâté 1, pâté 2, ça dépend des appellations. Chacun avec ses types d'appellations. Mais dis-toi que c'est des blocs. Donc, ces blocs-là, on fait ce qu'on appelle l'appel à candidature, comme ce qu'on fait pour les marchés, quoi. Le licensing round. Donc, l'État va aller dire, écoute, on a tel bloc, venez explorer. Donc, il y a des entreprises qui vont venir faire l'exploration d'abord. Donc, voir s'il y a des produits en termes d'hydrocarbures ou pas. Et dès lors que l'entreprise, dans le cadre du code pétrolier ou du code gazier, respecte les normes, on lui donne tel ou tel bloc. Il va amener son argent, son expertise, il fait ce qu'on appelle l'exploration pour voir s'il y a du pétrole ou pas. S'il y a du pétrole, on passe au développement. Avant le développement, on met en place la gestion du projet avec un budget et le déroulement. Après avoir mis le budget, on évalue ça en termes de, comment dirais-je, de productivité, etc. Après, il y a ce qu'on appelle le FID, décision finale d'investissement. En anglais, Final Investment Decision. Si c'est acté entre l'opérateur ou bien les opérateurs, par exemple, dans le cadre de GTA, tu as deux entreprises, tu as Cosmos, tu as BP. En plus des entreprises nationales. Pour le Sénégal, c'est Petrosen. Pour la Mauritanie, c'est SMH. Donc, ils vont se mettre sur la table, ils vont être d'accord sur toutes les décisions d'investissement. C'est pour ça qu'on parle de décision finale d'investissement. Si c'est acté, on passe au développement, c'est-à-dire on développe le champ. Par exemple, pour le là-bas, on a pris un bateau, on l'a amené à Singapour ou puis à Dubaï. On change le bateau, on enlève tout ce qu'il y avait là-bas, on met en fait une partie usine pour la production et l'extraction, une autre partie habitation. C'est pour ça qu'au niveau des FPSO, tu as deux parties. Là où les gens vivent, l'autre partie, c'est des tas de ferraille, c'est l'usine, quoi, pour la production et pour le stockage, pour certains. Donc après ça, on transporte et puis on raffine, on le vend. Donc souvent, c'est l'opérateur principal ou bien on peut désigner un vendeur ou dans le cadre du Sénégal, c'est BP qui vend directement le gaz. Parce qu'on a BP Marketing, quelque chose comme ça, qui est chargé de vendre le gaz au fait qu'ils produisent à travers le monde. Parce qu'ils ont aussi leurs partenaires, leurs fournisseurs, etc. Donc en gros, c'est comme ça que ça se passe. Comme sur le pétrole, comme sur le gaz. Et donc c'est l'entreprise qui recherche, qui exploite par la suite. Est-ce qu'il y a des cas où une entreprise qui fait une recherche et après avoir trouvé le gaz ne gagne pas le marché de l'exploitation? Bien sûr, c'est comme dans ce cas-là. Le GTA, c'est Frank Timis qui a découvert ça. Ah oui, le fameux Frank Timis. C'est Timis Corporation. C'est grâce à lui, en tout cas, qu'on a découvert le gaz. Après, c'est là que les majors sont venus. Ils se sont positionnés. Il a revendu ça. Ça arrive un peu partout. Ah, ok. Lui, il a il est venu, il a exploré, il a vu que, il y a quelque chose là-bas. Il a mis son argent, il a mis ses billes. Il a trouvé quelque chose. C'est là que les autres sont venus. Ils disent, écoute, tu as trouvé, tu n'as pas les capacités, vends-nous tes parts. Il a vendu ça et après, il est arrivé ce qui est arrivé. Ok, après, derrière, c'est quoi le problème? Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est une opération qui est tout à fait normale dans ce domaine? Pour moi, en tout cas, c'est tout à fait normal. Après, les considérations des uns et des autres, ça peut être leur considération. C'est un businessman qui a flairé quelque chose, qui a mis son argent, qui devait perdre. C'est comme je t'ai dit tantôt, tu as 80% de chances de perdre. Quel entrepreneur tu vas lui dire investis ici, mais tu risques de perdre à 80%? Moi, je ne ferai jamais ça. Jamais. Mais il y a des risques pour ça. Les gens, en fait, ils sont trop émotifs. Ouais. Après, c'est pour ça qu'on a changé notre code pétrolier. Parce que, au fait, le code pétrolier avec lequel je pense, c'est l'ancien code pétrolier avant le nouveau. Donc, l'ancien dit qu'il faut juste avoir des capacités techniques et financières. Il n'a pas précisé à quel niveau de capacité technique. Si je te dis, par exemple, si tu viens chez moi, tu vas trouver, tu prends il faut que tu aies une clé et une voiture.
une clé et une voiture, sans préciser. Mais je t'ai pas dit quel type de voiture. Si tu viens avec un Calando, par exemple, une petite voiture, disons, je regarde la petite voiture, je dis, ah non, je t'avais pas dit une petite voiture. Tu m'as pas précisé. Mais dis-moi, viens avec un Range ou bien je sais pas moi, une Ferrari et avec une clé électronique. Mais si je viens avec ma clé là, je vais pas rentrer. Mais lui, on lui a dit capacité technique et financière. C'est ce qu'il a respecté, on lui a donné. Après toutes les questions là, fils du président, nanani, nanana, c'est des failles qui sont là, qu'il a exploitées. Ça, c'est le flair de businessman. Après, ce que je peux dire, c'est que on pouvait mieux écrire les textes, mieux sécuriser les textes pour d'une telle sorte que certaines choses ne puissent pas arriver du moins. Ouais. Donc, c'est ça qu'il devait faire, mettre les garde-fous. Raison pour laquelle, après l'épisode de Franck Timis, on a changé le code pétrolier, mettre en place un nouveau code. Après, il faut pas oublier, ces gens d'investisseurs-là, pour pouvoir les attirer, mais il faut mettre les conditions, souples et attractives. Aujourd'hui, les gens, qu'on se dise la vérité, les gens sont en train de quitter certaines zones pour aller dans d'autres zones parce que c'est beaucoup plus attractif. Un businessman, ce qui l'intéresse, c'est le profil. C'est son intérêt. Il n'y a plus de philanthropes dans ce monde-là. Les gens ne sont plus aussi généreux qu'avant. On est tous, tout le monde, excuse-moi, mais ils sont devenus de vrais caïmans. Parce que le monde est à un certain niveau où ça va à une vitesse exponentielle. Tu ne suis pas, tu ne, comment dire, tu peux pas les rattraper. En plus, c'est un secteur très stratégique. On a parlé tantôt de l'utilité du pétrole. C'est pour ça que ça fait du bruit. Mais si tu prends les mines, il y a beaucoup plus d'argent, mais énormément d'argent. Je le réitère, si c'était à refaire, merci. Si c'était à refaire, j'allais rentrer dans les mines directement. Je touche même pas au pétrole. Et là, concrètement, quand est-ce que le Sénégal va ressembler aux Émirats arabes unis? Quand est-ce qu'on va avoir des gratte-ciel? Quand est-ce que le Sénégalais lambda va sentir le changement grâce au pétrole? Alors déjà, je le dis encore une fois, je pense que j'ai l'habitude de le dire en off. C'est la première fois que je vais le dire. Je dirai jamais. On ne peut pas être, en tout cas avec le pétrole, non. Parce que ce qu'on gagne sur le pétrole par an, si tu prends le DGID, les impôts, ils gagnent 3000 fois plus que ça. Encore une fois, le pétrole, c'est une des ressources beaucoup plus stratégiques qui peut apporter de la visibilité, de la compétence, de développement de nouvelles infrastructures. Par exemple, si tu prends je sais pas quel môle, là où on faisait une partie du port, il y avait de l'eau, là où on faisait les caissons qui ont servi de brise-lames pour le champ GTA, pour protéger un peu la plateforme. Parce que là où il y a la plateforme, on devait protéger parce que la mer était très houleuse. On devait le protéger contre les vagues. On a fait des caissons grands à la taille de, voilà quoi. C'est très énorme. Donc, pour pouvoir conceptionner ces caissons-là, on n'avait pas d'espace. Ils étaient obligés de créer un nouvel espace au niveau du port. Tout le monde sait le problème du port qu'on doit décongestionner. Donc, on a gagné plus des hectares là-bas. Ils ont produit les caissons. Ils l'utilisent plus. Donc, le port a gagné en superficie. Qu'on utilise pour autre chose que l'usage de ce qui était destiné à cette surface-là. Donc, c'est ça que ça peut nous rapporter. Là où les infrastructures passent, si les routes sont petites, c'est l'occasion de les agrandir. Aujourd'hui, tu vas à Saint-Louis, c'est à cause du gaz qu'on a refait l'aéroport. Parce que les gens qui travaillent sur la plateforme font des allers-retours tout le temps sur la route. Tu perds du temps en route. Et si par vol, tu fais même pas 30 secondes pour aller à Saint-Louis, tu sais que tu fais 4 heures de temps minimum. Et le temps, tout le monde sait que c'est de l'argent. Il y a les logements là-bas qui sont en train d'être développés parce que les gens qui travaillent vont devoir avoir un endroit où habiter. Il va y avoir des écoles
pour former les jeunes dans le secteur de l'ingénierie, du pétrole et autres choses. Donc, il y a tous ces aspects-là que ça peut nous amener. Mais en fait, comme on dit souvent, on n'a pas une quantité assez suffisante pour pouvoir dire que ouais, le pétrole nous permet de nous diversifier. Au contraire, c'est la diversification. Prendre l'argent du pétrole, diversifier dans d'autres secteurs, l'investir dans d'autres secteurs pour pouvoir nous développer. C'est ce que Dubaï a fait aujourd'hui. Dubaï est devenu Dubaï grâce aux ressources naturelles. Et maintenant, il n'a même plus besoin de ces ressources naturelles-là pour faire tourner son économie. Parce que le tourisme marche. Comment dirais-je, le business marche, ils en ont fait un centre d'affaires. C'est comme ça qu'on peut faire pour investir cet argent-là dans l'agriculture, l'éducation, les recherches, etc., etc., la santé, etc., etc. C'est comme ça qu'on peut se développer. Mais quant à dire que le pétrole va nous faire devenir comme tel ou tel, non, ça c'est pas possible. Parce que ce qu'on gagne dans le pétrole, plus de 700 et quelques milliards, comparé rien qu'à certains secteurs, ça, ils font même pas le poids. C'est 700 et quelques milliards par an. Par an, voilà. Ça fait pas. Oui, c'est vrai que ça ne pèse pas trop sur la balance. Les impôts, on fait des chiffres de 2000 milliards, je pense récemment, plus de 2000 et quelques milliards annuels. Yeah. Il y a une différence, quoi. Ouais. Après, bon, 50% de ce que les impôts qu'on recouvre. Après, c'est un nouveau secteur qui te permet de découvrir de nouvelles sphères. Par exemple, des gens comme moi, grâce au pétrole, j'ai connu c'est quoi les millions, j'ai pu voyager de partout en Afrique, j'ai pu découvrir j'ai eu de belles rencontres qui m'ont permis de me développer sur d'autres aspects. C'est-à-dire sur d'autres compétences que je ne connaissais même pas. Qui m'ont permis aujourd'hui, par exemple, d'aller dans d'autres pays et de prétendre travailler dans ces genres de secteurs. Parce que c'est un secteur où, rien que la chaîne de valeur, personne ne peut le maîtriser. Dans le secteur, tu as des communicants, tu as des comptables, tu as tout type de métier. Parce que c'est une entreprise normale. Certains, souvent, ils me disent, oui, comment je fais pour rentrer dans le secteur, je fais quelle formation? Je leur ai dit, moi, j'ai même pas terminé ma formation quand je rentrais dans le secteur. Et j'ai fait une formation en communication et leadership. C'est après que j'ai fait d'autres formations pour avoir plus de 15 certificats. Et tout ça là, ce qui me l'a permis, c'est le secteur pétrolier. Quand même, il y a beaucoup d'avantages. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Il y a un qui m'avait dit, oui, je suis assistant de direction, je ne sais pas comment faire pour entrer dans le secteur. Je dis, mais prenons un exemple. Quand tu vas à Petrosen, ils ont des assistants. C'est juste qu'il faut maîtriser l'essentiel dans le secteur. Aujourd'hui, si tu veux travailler dans le basket ou le football, il faut que tu maîtrises le basket ou le football au minimum. Comme on dit, communicant spécialisé dans le sport, ou bien dans le foot, ou bien dans la cuisine. Chroniqueur spécialisé dans dans l'armement, etc. Donc, pour rentrer dans le secteur, il faut connaître les notions de base, connaître l'essentiel. Ça ne demande pas des compétences spécifiques. En tout cas, sur la partie administrative, sur la partie ingénierie, sur la partie géologique, là, ça demande quand même des compétences techniques, quoi. Ça, c'est autre chose. Parce que quand tu prends dans n'importe quel type de service, il y a deux parties. Il y a la partie ingénierie. C'est comme quand tu prends les entreprises de BTP. Tu as des ingénieurs, des architectes. Ça, c'est des architectes. Mais dans l'entreprise, tu as un assistant, tu as un communicant, tu as un comptable, tu as un juriste, tu as tout le monde. Donc, pour résumer, tout le monde peut être dans ce secteur-là qui est aussi bénéfique. Après, c'est un secteur aussi stratégique qui draine beaucoup d'argent quand même. Tu gagnes un marché, tu es peinard. Donc, c'est un secteur où, quand tu investis, tu attends ton retour. En plus, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en termes de services ou bien en termes sur la partie parapétrolier. Il y a pas mal de choses à faire. Ce sont ça, en fait, en tout cas, les bénéfices qu'on peut avoir. Après, la plupart du temps, c'est des bénéfices indirects. Right. Là, c'est clair que ça ne va pas être grâce au pétrole que le Sénégal va ressembler aux Émirats. Mais maintenant, on pourra au moins sentir les avantages à la pompe. Et à la pompe, quand je dis à la pompe, par rapport au carburant,
ou bien par rapport au prix du courant, de l'électricité? Bon, de toute façon, moi je pense. Et si c'est le cas, d'ici quand? Bon, ça, je laisse ça aux autorités. Parce que tout dépend de la politique d'un pays, hein, sincèrement. Moi, je pense que j'ai défendu ça depuis 2020. Après, malheureusement, quand j'ai compris les enjeux, je me suis dit que, voilà quoi, parfois, il faut y aller, mais petit à petit. Et essayer de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que tout le problème qu'on a, oui, on a du pétrole, mais le courant est cher. Toi, le pétrole que tu as, tu ne le produis pas toi-même. Tu as appelé quelqu'un qui a investi, qui produit ça pour toi. Comme je dis, quand il finit de produire, il prend son investissement. Prix de revient égale prix d'achat plus frais. Ça, c'est très simple. C'est l'exemple le plus banal. Prix de revient. Comment se revient le prix? Prix d'achat plus frais. Comment tu calcules ton bénéfice? Tu connais. Tu sors toutes tes charges. Après, le reste, c'est le bénéfice. Quand tu sors le charge de la personne qui a investi, il ne te reste absolument rien. Il ne te reste pas grand-chose. Donc, tu ne peux pas prétendre à diminuer tel ou tel. Ce que tu peux faire, c'est ce que je disais tantôt. L'État ambitionne de produire lui-même le projet Yakar Teranga. Là, le coût de l'électricité va baisser drastiquement. Et la SAR, aujourd'hui, ne peut pas satisfaire le marché du Sénégal. C'est pour ça qu'on parle de SAR 2.0. Ça nous permettra de raffiner beaucoup plus pour pouvoir injecter ça sur le territoire national. Parce qu'une partie est raffinée par la SAR qui ne nous suffit pas. L'autre partie est encore importée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand tu importes, tu as des droits de douane, tu as des taxes, tu as des redevances qui viennent en plus de ça. Et il ne faut pas oublier qu'on a subventionné toujours le carburant à la pompe. Et marre d'état, dès lors qu'on enlève cette subvention-là, les prix vont exploser, quoi. Donc, pour cela, il va falloir qu'on produise, qu'on exploite nous-mêmes nos ressources. Et malheureusement, on n'a pas les moyens d'exploiter ces ressources-là. Pas encore, en tout cas. Et l'État du Sénégal ambitionne d'aller vers ça. Mais il faut être patient, ça va prendre du temps. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Un bon repas, pour le savourer, il va falloir que tu prennes du temps pour le préparer. Right. Il y a eu beaucoup de débats par rapport au contrat. Les contrats, les fameux contrats. Le Sénégal n'a que 10%. On n'y gagne rien du tout. C'est les exploitants qui gagnent beaucoup plus. On n'a pas bien négocié. Et là, même avec le régime, ça parle de renégociation, etc. Est-ce que sous Macky Sall, selon toi, le Sénégal a bien négocié? Ça, c'est une première question. Et si oui ou non, est-ce qu'il y a possibilité de renégocier aussi? Est-ce que Macky Sall, il ne s'agit même pas d'abord de Macky Sall. Parce que avant Macky Sall, l'exploration, comment dirais-je, l'exploration a duré bien avant. Il y a d'autres qui étaient venus. Et ça, c'est bien avant Macky Sall. D'ailleurs, même, il faut qu'on fasse l'historique du secteur du oil and gas. Moi, en tout cas, je vais le faire. Ce sera peut-être sous forme de document. Si quelqu'un peut le faire aussi, tant mieux. Parce qu'on est tous, des Sénégalais, on a besoin de savoir. Ça, par exemple, c'est une chose qu'il faudra faire. L'historique du secteur pétrolier. Si vous faites l'historique, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de Macky Sall, ni de Diomaye, ni de Sonko, peut-être qui va venir, ni de Manu, peut-être qui sera demain président. C'est pas ça, c'est une histoire d'État. Il y a des gens qui étaient là bien avant Macky Sall, bien avant Diomaye, bien avant Wade, bien avant qui que ce soit. Et avant ça, il y avait les gens venaient pour explorer. Peut-être que c'était de petites entreprises, etc. Donc ça a commencé par ça. Ça, c'est de un. De deux, quand tu es dans une phase de séduction, il faut laisser certaines choses passer. Aujourd'hui, si tu veux attirer des clients, tu lui dis, par exemple, tu fais des promotions. Une fois que tu as tu atteins ton objectif, tu remets les prix normaux, voire même augmenter les prix.
Parce que là, tu as atteint ce qu'on appelle en entrepreneur product market fit. Les gens sont capables d'acheter à n'importe quel prix parce que le besoin est là, la demande est là. Et là, comme j'ai dit tantôt, on avait un code qui était ouvert et qui était beaucoup plus attractif. Mais le Sénégal, les gens n'explorent plus. Les blocs sont toujours là. Personne n'ose les prendre parce que on est plus attractif. On a changé le code. Parce que là, on est en production, on s'est dit, ouais, on change les codes. Et comme par hasard, ceux qui finançaient les énergies fossiles ne financent plus les énergies fossiles à cause de la transition énergétique, à cause de la pollution sur l'air. C'est d'ailleurs même ce qui a amené la création de la Banque africaine de développement, Banque africaine de l'énergie. Parce que vu que eux, ils veulent plus financer, qui ont les moyens, il faut qu'on se regroupe pour financer nos propres projets. Sinon, ça ne va pas passer. Parce qu'en Afrique, plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Et ils ont des droits comme vous et nous. Plus de 900 millions n'ont pas de, comment dirais-je, n'utilisent pas les gaz les cuissons naturelles, c'est-à-dire les gaz butane. Ils utilisent ils coupent les arbres pour cuisiner avec du charbon. Et ça, malheureusement, ça augmente l'émission des gaz à effet de serre sur le plan sanitaire. Donc tout ça là, ça fait des dégâts. Donc, pour revenir sur ce plan-là, concernant les contrats, moi, la dernière fois, Ndeysaan, quand j'ai vu le discours du président, parce que je parle beaucoup avec des gens, des experts, et moi, j'aime bien la connaissance, quand j'entends quelque chose, même avant de le croire, je vérifie. Il suffit d'appeler un grand du quartier ou bien quelqu'un qui est dans le secteur, je l'appelle, je lui demande qu'est-ce qui est possible d'être négocié, qu'est-ce qui n'est pas possible d'être négocié. Et quand le président parlait, moi, je me suis dit, automatiquement, il parle des ressources minières. Parce que tu ne peux pas signer un contrat. Tu ne peux pas signer un contrat. Quand on commence le projet, je vais laisser le pétrole. On se dit, toi et moi, on va construire une maison. Tu amènes ton terrain, moi, j'amène l'argent. On se dit, tac, on a tac, on va faire tac. On se dit, d'accord. On commence à construire. Tu vois que oui, je pouvais avoir mieux, mais tu ne vas pas me dire, oui, viens, on renégocie. Même si c'est la vérité, mais ce n'est pas comme ça qu'on renégocie. Tu vas me dire, mais toi là, c'est quoi ton problème? C'est pas ce qu'on s'était dit. La relation va se casser automatiquement. Donc, sur le plan pétrolier, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est des projets qui sont très complexes. Parce que le gars, il a donné de l'argent pour, encore une fois, n'oublie pas, il avait 80% de chances de perdre. Dieu a fait qu'il n'a pas perdu. Il redonne de l'argent pour le développement, des milliards et des milliards dont les entreprises locales ont bénéficié. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Il y a des emplois qui se sont créés, il y a de nouvelles entreprises qui se sont créées. Dans le cadre du contenu local, il y a ce qu'on appelle les joint ventures. Il y a des entreprises qui ont donné leur expérience, leur expertise et qui ont gagné des marchés. Demain, ils peuvent travailler en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie. Ça, c'est un nouveau écosystème et c'est de nouveaux services qui se sont créés. Des avocats qui sont spécialisés maintenant en pétrole-gaz parce que il y a des cabinets qui sont venus, qui ont traité certains dossiers, qui ont fait le transfert de technologie, etc., etc. Donc, il y a tout ce panoplie-là qui a fait que voilà quoi. Après, sur le secteur minier, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été respectées. Après, quand tu parles de renégociation aussi, quand certaines clauses ne sont pas respectées, là, tu peux renégocier. Mais c'est très difficile dans le secteur pétrolier ou gazier que tu vois des incohérences. C'est pour ça que quand les gens voient des incohérences, ce qu'ils font, ils ne négocient pas. Ils vont prendre des parties, ils vont te dire, écoute, vu que tu n'as pas respecté cette partie-là, fais-moi ça, par exemple. Mais toucher le contrat, non. Déjà, les contrats, c'est des piles de pages. Rien que pour les relire, tu n'as pas le temps. Et ça demande d'appeler des grosses cabinets où tu les payes des honoraires que tu ne peux pas te permettre.
Pendant ce temps, il n'y a pas assez d'hôpital dans tel ou tel coin. Le système de santé est à améliorer. Il y a encore des abris provisoires. Ça, c'est prioritaire. C'est pas le fait de renégocier. C'est-à-dire, le fait, ouais, on renégocie. C'est pas une chose qu'on parle comme ça, qu'on dit comme ça. Il y a des processus. Le truc avec ArcelorMittal, ArcelorMittal, que Wade avait négocié, ça nous a coûté combien? Plus de 400 milliards. Si je ne me trompe, 400 milliards. Combien d'hôpitaux de qualité ça peut construire? Combien d'écoles? Combien d'engrais ça peut acheter? Même nos jours là, on pouvait acheter à chacun 25 millions. Donc, il y a des priorités dans un pays. Donc, moi, en tout cas, avec mon analyse personnelle, parce que moi, j'analyse par rapport à des faits. C'est pas des choses que je raconte de gauche à droite. Non. Les informations sont disponibles en ligne. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller très rapidement, de faire du fact-checking, de vérifier certaines choses. On a des IA aujourd'hui, par exemple, qui te disent des choses qui sont vraiment, qu'il va chercher et faire les analyses, faire le voilà quoi. En tout cas, moi, personnellement, les contrats miniers peuvent être négociés. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de, comment dirais-je, non suivi du contrat. Mais dans le cadre du secteur pétrolier et gazier, c'est très rare d'avoir des failles. Et c'est quand tu trouves des failles que tu trouves des avenants ou bien tu lui dis, écoute, rajoute-moi tel ou tel. C'est-à-dire, ça va être des échanges. Mais ça ne peut pas être une question de négociation. Automatiquement, quand Diomaye avait parlé de, ouais, il a dit renégocier, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Ma femme, je la salue au passage. Elle me dit, mais pourquoi tu rigoles? Toi, tu es nanani. J'ai dit, non, c'est pas ça. Les contrats ne veulent pas être négociés. Parce que ça, j'ai demandé. Dernièrement, quand on était au Journée du pétrole avec un expert en contrat pétrolier, quand je m'entretenais avec lui, je lui ai tendu le micro, je lui ai dit, est-ce qu'on peut renégocier des contrats? Il a dit, il voulait pas répondre parce qu'en off, il m'a dit. J'ai dit, mais dites-nous, il y a des gens qui vous suivent, qui veulent comprendre. La vidéo, d'ailleurs sur YouTube, il me dit, c'est très difficile de renégocier des contrats pétroliers et gaziers en tout cas. Donc, en gros, pour moi, les contrats pétroliers, on peut les négocier, tout peut être négocié. Mais en tout cas, dans le cadre du Sénégal, on ne peut rien négocier. On peut juste trouver des avenants ou bien d'autres clauses qu'on peut rajouter. Parce que quand tu entames une renégociation, le projet va s'arrêter. On n'est plus en contrat. On est en contentieux. Si je comprends bien, peut-être comment dirais-je, les gars qui sont dans le droit pourront nous éclairer aussi. Mais quand tu es en contentieux, le projet n'avance pas. Ce qui est normal, quoi. Sauf si tu es l'accusé. Mais renégocier veut dire qu'il faut qu'on arrête les choses pour pouvoir, voilà quoi. Moi, c'est mon avis sur la question en tout cas. Concrètement, en termes de pourcentage, est-ce qu'on gagne réellement 10%? Non, l'histoire des 10%, ça c'est de la politique, quoi. Sincèrement. Ça, c'est de la politique. Les 10% là, c'est 10% de quoi? De Petrosen. Et on lui donne ça gracieusement, qui a la possibilité d'augmenter sa part en capital jusqu'à 20%, si je ne me trompe. Ça, les Petrosen, c'est quoi? C'est le bras armé de l'État. Petrosen, c'est pas l'État du Sénégal. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Petrosen a sa part, l'État du Sénégal a sa part. Allez lire les contrats. Tu vas prendre tous ces gens qui vont parler. Ils n'ont jamais lu de contrat. Jamais lu de contrat. Moi, j'ai assisté à un séminaire où il y avait toutes les branches, toutes les ministères, tout. Le formateur, c'était un blanc. Il nous dit, on va faire le suivi des obligations contractuelles. Il nous dit, le cours commence, ou bien le séminaire ou je ne sais pas quoi là. Qui a une fois lu le contrat? Avant de lever ma main, je me retourne, je vois qu'il y a personne n'a jamais lu de contrat. Et tous ces gens-là, ils ont déjà parlé à la télé. Ou bien ils ont raconté du tout et du n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Mais si vous lisez le contrat, tout est dedans. La part du Sénégal, c'est qui Petrosen?
Comme quand vous lisez un document, on vous met les sigles, c'est qui, ça signifie quoi. Ça, c'est pour plus de précision. L'État a sa part. L'État, c'est toi, moi, ce sont nos enfants, c'est le futur, ce sont les personnes qui étaient là. C'est ça l'État. Alors, comment est-ce que les revenus sont décomposés dans ce que le Sénégal gagne? Alors, il y a des tranches de production. Je sais pas les chiffres exacts. Il y a des types par exemple, si par jour on produit entre 0 et 25, 0 et, comment dis-je, 0 et 25, entre 0 et 25 ans, voilà, entre 0 et 25 000 barils par jour, la part de l'État, c'est 15%. Entre 25 000 et 50 000, la part de l'État monte. Plus on produit, plus la part de l'État augmente. Donc, là, par exemple, on est à 100 000 barils par jour. Même plus. Si l'État produit entre 100 000 barils, l'État a 40%. Le contractant a 60%. 40% plus les fameux 10% dont on nous dit là. Ça fait combien de pourcents pour l'État? 50%. C'est 50%. Si tu prends les taxes, redevances, etc., même si c'est 1%, ça fait combien? 51. Qui est majoritaire? Le politicien ou bien le gars qui veut gâter l'opinion publique, je sais pas, dire du n'importe quoi, dire que oui, Petrosen a 10%, il va pas te dire l'État. Oui, Petrosen a 10%. Qu'est-ce qu'on va faire avec 10%? Alors que l'État a beaucoup plus de ça. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres, c'est dans le contrat. Ça, c'est dans les contrats. Et on a intérêt à produire plus. Moi, je pense qu'on devait même aller au-delà. Si on dépasse les 100 000 barils par jour, on augmente le pourcentage encore. Pourquoi pas? Parce que là, on est en train de dépasser sur le champ Sangomar. Ils sont en train de faire un excellent travail là-bas. Donc, sur ce sujet-là, je pense que il y a eu ce qu'il y a eu ici, dans ce pays-là. Donc, voilà quoi. Quels sont globalement les avantages, les bénéfices pour l'État du Sénégal d'être producteur d'hydrocarbures? Les avantages, il y en a beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je pense on l'a brossé. Aujourd'hui, par exemple, ça peut nous permettre d'être autosuffisants en électricité, d'être autosuffisants en tout ce qui est carburant, tout ce qui est produit, comment dirais-je, les produits dérivés, voilà. J'y arrive, tout ce qui est produits dérivés quand on raffine le pétrole. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais le problème, c'est que pour être producteur, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut rester. Les coûts sont exorbitants parce que pour produire ces genres de champs-là, il n'y a pas une seule entreprise qui vient faire la production. Par exemple, quand tu prends les deux champs, tu as plusieurs entreprises. C'est une chaîne de valeur. Même les majors qui ont de l'argent, ils vont sous-traiter certaines parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Tu as, par exemple, si tu prends le cas de GTA, tu as Cosmos BP qui se partage ce champ. En dehors, tu as les juniors. Après, comme technique, bon, je ne veux pas trop citer d'entreprises, ça va faire des publicités aussi, ou bien certaines amalgames. Mais tu as des juniors, tu as ceux qui sont sur la partie service, tu as ceux qui sont sur la partie locale. Donc, il y a plusieurs entreprises qui sont sur la chaîne de valeur. Encore une fois, cette chaîne de valeur-là, personne ne peut la maîtriser parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur du oil and gas. Rien que de dire je suis dans le pétrole et le gaz, les gens te respectent. Je dis waouh, tu es dans le secteur, nanani. Même nous, avant, c'était comme ça. Mais quand tu rentres dans le secteur, tu comprends que c'est rien du tout. Les gens me disent arrête de dire que c'est rien du tout. Je dis mais c'est rien du tout. Moi, j'ai pas appris le pétrole, j'ai pas appris le gaz. Mais j'ai une connaissance que la personne qui a appris, on a les mêmes types qu'on a, même voire plus, je peux même être mieux que lui. Donc ça, c'est rien. C'est une chose que j'ai appris sur le net, sur le tas, en faisant des recherches, etc. C'est rien du tout. Tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut rentrer dans le secteur. Et encore une fois, le secteur qui est au cœur, c'est ça qui demande de l'ingénierie. Ceux qui travaillent dans les plateformes, et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas plus de 100. Ceux qui gagnent les gros marchés, etc., ne travaillent souvent pas même dans les plateformes. Parce que là-bas, c'est des contractants.
Une entreprise qui les prenne, c'est des ingénieurs qui vont travailler aujourd'hui. Moi, j'ai un ami qui est sur GTA. Il travaille 2 semaines. Il se repose 2 semaines. Les 2 semaines qui suivent, il va en Arabie Saoudite pour apprendre, pour donner des cours. Il va se reconnaître. L'autre, qui est sur Sangomar, il finit. Il va au Qatar pour donner des cours ou bien dans d'autres pays. Parce que c'est des Suisses. Là-bas, il n'y a pas de congé. Parce que bon, tu es bien payé, c'est une production journalière, il n'y a pas de férié ni quoi que ce soit. Nous, quand on est en férié, ils ne sont pas en férié, ils travaillent. Parce que ils n'ont pas droit à des congés, à des cotisations, à l'IPM, tout ça là. Parce que la production, c'est sur une durée. C'est pas comme si tu étais en CDI, quoi. Si la durée se termine, demain, il peut y avoir une plateforme au Mali ou je sais pas moi, dans un autre pays, tu vas là-bas, tu travailles. Mais là, en fait, vu qu'on te donne pas de cotisation ni quoi que ce soit pour préparer ta retraite, on te paie très bien. Mais ils ont quand même de bons salaires. Et les salaires dans ce domaine, c'est des salaires qui tournent autour. Là, c'est de très très bons salaires. Ça peut aller jusqu'à 3, jusqu'à 20 millions. 20, 25 millions. J'ai vu quelqu'un qui gagnait 30 millions. Surtout c'est que les plongeurs là, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de risques. Tu plonges à un niveau où déjà la mer est tellement agitée. Une petite erreur, tu peux mourir. Tu te casses la tête, tu meurs. Donc, c'est des risques, quoi. En bas, en fait, l'air est dense. Donc, ça demande des formations. En fait, ceux qui sont qualifiés ne sont pas nombreux déjà. Parce qu'il y en a qui ont le mal de mer. Je parle même pas de rentrer dans là où tu as le mal de mer. Avant de tomber, tu meurs direct. Si tu as le mal de mer. Donc, c'est des conditions extrêmement difficiles. En fait, il ne s'agit pas du salaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui est en CDI, il part en retraite, il n'a plus besoin de travail. Le gars qui est sur les plateformes, il n'a pas de cotisation. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, ces gens-là, c'est des entrepreneurs. La plupart du temps. Moi, par exemple, dans le secteur, la plupart des personnes que je connais, c'était des anciens qui travaillent sur les plateformes. Aujourd'hui, ils sont devenus des entrepreneurs avec leur entreprise, soit dans le secteur ou bien soit dans d'autres secteurs. Leur passion, quoi. Mais c'est des salaires quand même exorbitants. Il y en a qui peuvent aller au-delà de ça. Par exemple, un simple communicant peut toucher 3 fois ou 4, 5 fois plus qu'un simple communicant d'une entreprise qui est bien coté en télécom ou autre chose. Parce que, encore une fois, c'est un secteur stratégique, sérieux, à fort potentiel sur le marché international. C'est pour ça que quand tu parles du secteur, on te dit waouh! Les gens s'arrêtent, te disent, ils te respectent. Comme je t'ai dit tantôt, quand je suis rentré dans le secteur, c'est là que j'ai commencé à comprendre c'est quoi les millions. Voilà, nu était le secteur là, j'allais rester dans mes 200 000, 300 000, 500 000, de ramer jusqu'à avoir peut-être, tu tombes sur un marché de 1 million avant que tu le retrouves. Mais Joe, moi, bon, j'ai travaillé pour une consultante, on me payait par heure 200 000 francs. Je ne parle pas de jours, par heure. J'ai dit, le gars, en fait, lorsqu'il m'a payé, je dis, mon gars, tu ne t'es pas trompé. Il m'a dit non, tous nos consultants, en tout cas les consultants juniors, ceux qui viennent d'arriver, c'est le barème. C'est là que j'ai su que moi, je valais 200 000 francs par heure. Alors que je ne savais même pas. 200 000 francs par heure. Tu travailles 8 heures par jour. 2 fois 8, 16. C'est combien? 1 600 000 francs la journée. Multiplié par 30. Rien que les 1 million par 30, c'est combien? C'est 30 millions. Tu comprends un peu? C'est ça le secteur. C'est ça le secteur. C'est intéressant. Bon, je pense que j'en profite pour annoncer à tout le monde que voilà quoi, les émissions là, tout ça là. Je pense que les podcasts, tout ça là. On va réfléchir. Non, je vais te rajouter une autre chose. Quand je suis rentré dans le secteur là,
c'est là que j'ai compris c'est quoi être un milliardaire. Aussi. J'ai rencontré plein de milliardaires. Et après, quand tu les rencontres, ils te racontent l'histoire et comment tu vois qu'ils sont fans du secteur où tu es. Mais c'est à peine incroyable, quoi. Moi, j'ai rencontré tout type de personnalités. Même d'autres types de personnes, je leur ai dit, d'autres vont me dire, oui, tu exagères. Mais j'ai rencontré tout type de personnes. Tu rencontres qui tu veux. Moi, avant, je ne pouvais même pas pour parler à un simple responsable de com, c'est tout un problème. Je ne te parle même pas du directeur de com. Aujourd'hui, tu dépasses, tu dis, oui, je suis dans le secteur pétrolier. Tu vas voir directement le directeur général. C'est lui qui va dire, laissez-le venir vers moi. Donc ça, c'est l'influence que ce secteur a. Encore une fois, c'est un secteur qui gère le monde en réalité. Prenons l'exemple de la Guinée. Ils sont numéro 2. Aujourd'hui, tout le monde parle de Simandou 2040. Tout le monde. Même le programme de la Guinée ne s'appelle pas Guinée émergente 2050. Ça s'appelle Simandou 2040. Avec une estimation de 200 milliards de dollars. Tu prends nos 2 projets là, ça fait même pas 20 milliards de dollars. GTA et trucs. Rien que le projet Simandou fait 20 milliards de dollars. Un projet. Je ne parle pas du bauxite. Et c'est sur toute l'Afrique. Congo, Gabon, Angola, Mozambique. Toute l'Afrique est pleine de minerais. Pleine de minerais. Après moi, je me demande qu'est-ce qu'on va faire. Moi, tu m'amènes au Canada, en France, un truc. C'est pour le voyage en 1 semaine, 2 semaines, peut-être prendre ce qu'ils savent et puis rentrer. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est pour prendre la technologie et rentrer. Parce que tout est en Afrique. Et tous, ils sont ici. Donc, encore une fois, les podcasts aussi, ça donne de l'argent aussi. Ça permet de rencontrer des personnalités hautes. Non, je rencontre les gens, mais quand vous venez là, vous ne venez pas avec vos mallettes. Il faut venir avec les mallettes. Encore une fois aussi, ce secteur, ce qui me plaît dans le secteur, c'est un secteur hyper discret. Encore une fois, pour réussir en tout cas dans ce secteur-là, il faut être très discret. Moi, c'est après que j'ai compris que certaines personnes, en réalité, tout ce qu'ils ont, c'est grâce au secteur des ressources naturelles. Quand je dis ressources naturelles, ça peut être pétrole, gaz, comme les mines. Motsepe, de la CAF. Motsepe. Le gars qui veut la tête de Pape Thiaw actuellement. Motsepe, s'il voulait demain la tête de Pape Thiaw, il allait l'avoir. Ça, je te le dis carrément. Parce que la CAF, ce qu'ils ne comprennent pas, la CAF ne prend pas des décisions. Ils sont des représentants de la FIFA. Même ça, c'est des problèmes, quoi. Il faut comprendre le fonctionnement de la CAF. On ne parle pas de football, mais bon, je ne suis plus ce fan de football qui connaissait même le réserve du Real. Parce que quand je suis passionné à quelque chose, je connais le fond. Moi, même le réserve du Real, je connaissais quand j'étais fan du foot. Mais il faut comprendre comment fonctionne. Motsepe, tu prends les 10 milliardaires d'Afrique, il fait partie de... Parce que pourquoi? Il est dans le secteur minier en Afrique du Sud. Ça lui rapporte énormément d'argent. C'est un minier multimilliardaire. Dangote parle, il parle. Mais il est très discret. Qui sait que Motsepe est dans le secteur? Et c'est ça qui lui rapporte de l'argent. Avant, c'est pas ses clubs, etc. Après, il a su se diversifier dans le secteur financier, etc. Je ne dis pas qu'il est plus riche que Dangote, quoi, pour que les gens puissent comprendre. Mais si Dangote parle, il peut parler. Parce qu'ils ne sont pas très loin. Après, Dangote a eu un parcours atypique, c'est pas pareil. Mais la discrétion dans le secteur-là. Ici au Sénégal, si je te disais, il y a tel que tu vois qu'on te dit que c'est des milliardaires là. Ils sont assis sur des mines d'or. Soit à Kédougou, Saraya, etc. Personne ne parle. C'est pour ça que je dis, dans le secteur minier, il y a quand même eu beaucoup de problèmes, beaucoup de carnage, j'ose le dire, c'est trop fort, mais beaucoup de carnage. C'est pour ça que je disais que le secteur minier peut être renégocié. Parce que les gens n'ont pas respecté les contrats ni le code minier. Et ça, si tu ne le respectes pas, automatiquement, les contrats s'ouvrent.
Je te dis, tu n'as pas respecté. Si tu ne respectes pas plusieurs clauses, on ne peut pas parler de contrat. Et les gens les laissent continuer. Là, actuellement, en termes de géopolitique, ça parle beaucoup de pétrole. Il y a eu récemment les États-Unis, en fait, qui sont allés jusqu'à, c'est-à-dire prendre un président dans son pays, le président du Venezuela. Ils viennent dans son pays, ils le prennent comme ça. Très facilement, en quelques heures, ils font une opération, ils prennent le président, ils le ramènent aux États-Unis. Et après, même les Américains, tout le monde a dit, bon, après même Trump dans ses... Voilà quoi, il y va pas par 1000 chemins. Hein. Tout le monde sait que c'est à cause du pétrole. Est-ce que le Sénégal risque ça? Non. Déjà, il faut comprendre une chose. Trump, c'est un businessman. Il connaît les enjeux du business. J'ai regardé un film qui s'appelle... bon, j'ai oublié le nom. On parle de puissance. C'est l'avocat et l'investisseur là qui gère des capitaux. En fait, au Nigeria, juste pour t'expliquer quoi, pour expliquer aux gens, j'ai oublié le nom quand même. C'est un très bon film qu'il faut suivre. C'est là qu'il faut... Vous allez comprendre un peu la géopolitique, c'est quoi. Comme j'ai l'habitude de le dire, le pétrolier, il se lève avec son caleçon, il prend des décisions, certaines exécutent. Je ne vais pas parler de pays, mais certaines exécutent. Peut-être vous comprendrez ce dont je parle. C'est ça la vraie puissance. Et ces gars-là, c'est pas pour rien qu'on les appelle les majors. De majors, c'est pas pour rien. Parce qu'en termes de ressources naturelles, tout est une question de géopolitique. Et Trump ne passe pas par 4 chemins. Le Venezuela, c'est le numéro 1 en termes de réserves au monde. Mais c'est un pays pauvre. Quoi qu'on puisse dire, ils n'ont pas les capacités de production. De tenir ce qu'ils ont. Ils ne sont pas comme l'Arabie Saoudite, ni comme les États-Unis, ni comme tel ou tel. Ils sont gangrénés par les narcotrafiquants, etc., etc. Il n'y a pas une stabilité pour pouvoir même protéger le président. Et ça ne risque pas d'arriver chez nous, parce que nous, on a une bonne république, on a plusieurs baromètres ou bien paramètres de protection pour notre pays. Ça, c'est de 1. De 2, on n'a pas ce que le Venezuela a. On n'en a même pas l'ongle de ce que le Venezuela a. C'est le premier réserve au monde. Derrière les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Russes, etc., quoi. Les autres pays du Maghreb. Je te dis encore, nous, tu prends les 7 premiers pays. Le Sénégal n'en fait pas partie. Je ne parle même pas du monde, je parle de l'Afrique. Tout le monde a compris. Je pense qu'il y avait un message qui passait qui montrait carrément que le Venezuela était en dessus. Ça ne peut pas nous arriver. Et ça ne nous arrivera jamais. Même si on était fauché, je ne sais pas, qu'on n'avait pas de défense, ça ne va jamais arriver au Sénégal. Déjà, pour que ça puisse arriver, il faut qu'on ait des quantités conséquentes, quoi. Après, eux, c'est des gens qui ne visent pas ces types de marchés. Il y a des entreprises qui se retirent de certains pays parce qu'ils ne préfèrent pas investir, par exemple, 100 francs pour avoir 110 francs. Nous, on peut le faire. Mais il y en a qui ne peuvent pas le faire parce que ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas leur vision, ce n'est pas leurs objectifs. Ils veulent investir 100 francs pour avoir 2 ans. Ça dépend aussi des objectifs, quoi. Pour presque terminer, est-ce que Aliou Sall doit à chaque Sénégalais 400 000? Ça, c'est pas vrai. Ça, je l'ai dit partout. Heureusement que maintenant, je peux en parler parce qu'avant, j'en parlais dans des conférences. On me taxait de poli. D'ailleurs, même ça fait partie des choses qui ont fait que je me suis terré dans mon coin. Je pense que ça va être la 2e fois que je parle au micro, à part à la radio, etc. En termes de podcast, je pense. C'est ma 2e fois. Parce que parfois, il faut savoir se taire, garder le calme. Parce que quand tu es dans des pays comme les nôtres, les gens ne comprennent pas certaines réalités, quoi. Aliou Sall, c'est ce que je disais. Mais Macky Sall n'allait même pas accepter que Aliou Sall prenne 6 000 milliards. Le patron, il ne va pas accepter que l'employé soit beaucoup plus riche.
Ça, c'est très normal. Déjà, le patron a son salaire est plus élevé que son second, quoi. Ça, c'est de 1. De 2, 400 000 qui viennent d'où? On a estimé le champ à 6 000 milliards. On a dit automatiquement, vu que le champ est à 6 000 milliards, donc lui, il divise avec la population du Sénégal. Ils disent, ouais, c'est à peu près 400 000. La population évolue. Maintenant, Aliou Sall nous doit 200 000. C'est plus 400 000. Parce que ça a augmenté. Mais ça n'existe pas. En plus, pendant cette période-là, il avait fait une mauvaise communication. C'est pas une histoire de Coran. Toi, tu sais qu'en termes de communication, quand il y a une crise, passe à la communication de crise. Dis la vérité. Ne parle pas par les émotions. C'est pas par 4 chemins. La communication, comme je dis, c'est de l'art, c'est de la stratégie. Maintenant, les gens pensent que oui, parler, c'est communiquer. Non. La communication, c'est de l'art. C'est de la stratégie, c'est de la technicité. C'est ça qui fait gagner des élections, etc. Aliou Sall ne nous doit rien du tout. Dañ ko togn. Au contraire. Aujourd'hui, il est là en train de circuler. S'il devait une miette même, il n'allait même pas rester marcher. Aujourd'hui, il a sa passion, il a créé son école, il fait ce qu'il a à faire, il rentre, il sort. Pourquoi? À cause de la politique. Je pense que j'ai beaucoup parlé de politique parce que comment on fait de la politique ici au Sénégal aussi? Voilà quoi. Je ne vais pas trop avancer, mais il ne nous doit... C'est quoi l'histoire derrière ce scandale? L'histoire derrière, c'est juste que il a un réseau. Comme on dit chez nous, Link day fay. Link, ça paie. Les Sénégalais comprennent Link. Moi, ça me fait marrer quand j'entends. Et le link, c'est partout. Là où tu trouves les bons links, c'est aux États-Unis, Joe. Trump, si n'eût été ces links-là, il n'allait pas revenir. Mais tout le monde peut avoir des links. Pourquoi pas lui? Dieu a fait que Franck Timis, c'était son link. Dieu a aussi fait que Macky Sall, c'était son grand frère. Et tout le monde connaît l'histoire. Pourquoi Aliou Sall ne pouvait pas travailler avec ce gars-là? Tout ce qui s'était dit, je le dis, je l'assume, c'était des mensonges, c'était pas vrai. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Parce que nous, on n'est pas dans le sentimental, c'est des faits qu'on dit. Moi, après, il y a quelqu'un de son équipe qui m'a... Parce que je devais le rencontrer pour... Après, on s'est même rencontrés. Je lui ai dit, il m'a dit, ouais, Néo, je dis c'était trop tard. Quand j'ai cherché à vous rencontrer là, vous êtes un avocat, qu'est-ce qu'il connaît du secteur? Vous prenez des avocats pour faire des conférences de presse, c'est pas à lui de dire ça. Lui, il n'a qu'à te dire ce que tu dois faire, mais tu es un responsable de comme dis-lui ce qu'il doit faire. Moi, j'ai essayé de l'approcher pendant cette période-là pour lui dire comment tu fais pour démonter ce dont on t'accuse. Mais c'est après qu'on s'est vu, je lui ai parlé. Je lui ai dit les erreurs qu'il a fait et puis voilà quoi. Certainement, il va s'en souvenir. Il a linké avec le gars, comme je t'ai dit, le code pétrolier l'ancien code pétrolier, pas le nouveau, lui permettait ça. Comme je te l'ai expliqué, le code pétrolier disait qu'il faut des capacités techniques et financières qu'il n'a pas précisé. Financières à hauteur de combien? Capacité technique, c'est quoi ça? À quoi? Maintenant, les capacités techniques ont été définies dans le cadre du nouveau code pétrolier. Les capacités financières, par exemple, pour être un SA, par exemple, société anonyme, on te dit carrément, il te faut une capitale de combien? 10 millions. C'est bien précisé. Pour avoir une fondation, on te dit qu'il te faut peut-être 20 millions. Ça, c'est bien précis. Par exemple, pour avoir une entreprise, on te dit qu'il te faut un INEA registre de commerce. Dépôt minimum 35 000. Tu peux déposer 35 000 jusqu'à 1 million, jusqu'à même 10 millions. Mais après 10 millions, tu peux aller automatiquement à SA. Si tu veux ouvrir un SA directement, tu amènes 9 millions, tu ne l'ouvres pas. Parce que c'est bien précisé. C'est de la même manière que ça n'a pas été précisé, mais il en profite. Dans toute signature, tu as des bonus. Moi, si je t'amène un marché, je te dirais, Joe, donne-moi mes 10%.
On tombe d'accord. Mais c'est légitime. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils rentrent dans le marché et qu'ils ne prennent rien. Franck Timis, il reçoit ses bonus jusqu'à présent parce qu'il a bien négocié avec les Blancs. Pourquoi on n'en parle pas? C'est nous, au fait, qui n'avons pas le droit d'avoir ce genre de bénéfices. Est-ce que c'est logique? Après, c'est pour dire que, oui, il nous doit 400. Lui, ici, il avait 600 000. Tu penses qu'il allait rester au Sénégal? 6 000 milliards. Mon frère, 6 000. Je te parle même pas de 1000. Ça, avant, c'était même le budget du Sénégal. Comment quelqu'un peut disposer du budget du Sénégal? Même le président ne peut même pas disposer du budget du Sénégal. Il a son propre budget, le palais. Les ministères ont leur propre budget. Comment une personne peut disposer d'un budget du Sénégal? Même le président ne peut pas le faire. Je pense que c'est clair. Donc là, faudra qu'on aille chercher d'autres marchés, quoi, parce que le deal des 400 000, c'est tombé en l'eau. Non, maintenant c'est 350 000 parce que la population augmente. J'espérais pouvoir récupérer au moins une partie ou bien les 400 000 parce qu'il y a bientôt le Ramadan, il y a les charges, la Korité après la Tabaski. Tu me donnes dans ma part, hein? J'attends ma part. Non, là c'est compliqué. Il faut qu'on aille qu'on aille trouver des links pour aller. Les links, c'est important. C'est clair. Et, le 29 et le 31 janvier, ok, l'événement Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, merci pour la promotion, pour ça. C'est l'aboutissement de plusieurs années, d'une vision que je partage avec un partenaire qui est de l'autre côté. Donc, lorsque j'étais parti là-bas, on a discuté, on a mis en place l'événement qu'on organise Afrique, qui signifie African Energy Exhibition and Conference. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, après avoir participé à plusieurs événements à travers le monde, donc avec cette expérience-là, nous aussi, on a envie de mettre en place une plateforme. Parce qu'aujourd'hui, l'événementiel institutionnel est important. Par exemple, si tu prends le forum économique de Davos, Trump a annulé tous ses rendez-vous pour pouvoir y assister parce que c'est devenu une plateforme. Les gens qui l'ont créé, j'ai oublié, je ne sais pas c'est quel journal, ça ne les appartient plus. Parce que c'est devenu un événement institutionnel, international et incontournable. De la même manière qu'il y a des événements dont on participe ici, comme le Mining Indaba, comme d'autres événements dans le secteur de l'MSGBC, etc. Et la plupart de ces événements-là sont organisés soit par des Londoniens, par des étrangers, je vais dire, ou bien des Asiatiques, ou bien des Européens, etc., dans notre terre africaine, qu'on maîtrise mieux. Parce que parfois, on part dans des conférences, des gens parlent de certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne vivent pas dans le même environnement que nous. On n'a pas les mêmes réalités. Et aujourd'hui, nous, on veut avoir notre même plateforme qu'on maîtrise et qui va servir, dans un premier temps, aux Africains d'exprimer tous leurs besoins et tout ce qui se passe de façon factuelle et réelle. Parce qu'il y a des chiffres souvent qui sont erronés. Il y a des aspects qui ne sont pas pris en compte, comme dans le cadre du contenu local, qu'on a raté. Dans la plupart des pays africains. Par exemple, tu pars dans un pays arabe. Si tu veux créer une entreprise, tu es obligé de t'associer avec quelqu'un en local. Par force. Tu n'as pas le choix. Il n'y a que dans nos pays que tu viens, tu ouvres une entreprise, tu as le capital à 100% en tant qu'étranger. Ça, ce n'est pas du contenu local. Je ne parle même pas du secteur. Et on a les compétences. Après, moi, je me dis que je ne sais pas comment le dire en français. C'est-à-dire, nos investisseurs-là, la plupart du temps, ils n'ont rien compris. Il y a des enjeux qui sont parfois même, qui sont en train de se jouer en dessous de table qu'ils ne comprennent même pas. Parce qu'ils sont dans leur zone de confort
ils ont leurs milliards, ils sont là, etc., etc. Alors qu'il y a d'autres choses qui se passent en dehors de ce pays. Donc c'est dans ce sens qu'on veut créer ce cadre-là pour regrouper les entreprises africaines ou bien les Africains en général avec les entreprises de l'Est, de l'autre côté, quoi, les Européens, etc. Parce que dans le cadre du compte local, il y a ce qu'on appelle le joint venture. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as des compétences, l'autre a de l'argent, on s'associe pour développer tel ou tel projet. Et eux, en fait, ils veulent investir ici. Et parfois, ils ne savent pas par où passer. Nous, c'est pour ça que déjà, on le fait à Dubaï, parce que Dubaï, c'est un centre d'affaires. Dubaï, on sait tous que c'est grâce au secteur qu'il est devenu ce qu'il est. Dubaï, dès que tu rentres, tu sors dehors, partout, même les arrêts, tu as la clim. Non, mais tu es dans des conditions extraordinaires. Ce que je déplore, c'est que ils sont trop parfaits, quoi. Le pays est trop parfait. Parfois, tu as l'impression que tu es dans un jeu vidéo, quoi. Parce que c'est trop parfait. Les gratte-ciel, etc., etc. C'est ça que je déplore parce qu'il y a trop de l'artificiel. Mais bon, c'est quand même le centre d'affaires. Donc, Afrique se veut être un rendez-vous incontournable. Là, ça va être notre première édition. C'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Et on a le soutien de pas mal de grandes structures. L'État du Sénégal va nous accompagner à travers le ministère, avec quelques entreprises locales, parce que c'est le secteur, tous les événements qui se passent dans le secteur deviennent automatiquement institutionnels. On a des délégations qui vont venir dans d'autres pays, de la Gambie, de la Mauritanie, du bassin MSGBC en tout cas. En plus des autres pays, il y a quelques Algériens, quelques investisseurs, etc. L'idée, c'est de le mettre en relation pour pouvoir développer des synergies, nouer des partenariats et que bon, ça soit un rendez-vous pérenne, un rendez-vous incontournable, que ça soit aujourd'hui c'est à Dubaï, demain ça peut être à Singapour, après demain ça peut être au Rwanda, etc., etc. Selon les besoins, selon comment dirais-je, la géopolitique actuelle, selon ce qui se passe dans le monde actuel. Demain même ça peut être au Venezuela. J'espère qu'on va pas nous faire chopper yobu. Mais en gros, c'est un peu ça. Bon, on invite tout le monde de toute façon, vous êtes des entrepreneurs, vous aimez les risques. Effectivement. Donc, on invite tout le monde à nous soutenir. C'est notre première édition. Encore une fois, c'est pas facile, mais on est habitué à cette partie de l'entrepreneuriat. Parce que qui entreprend, je donne toujours l'exemple de l'ascenseur et les escaliers. C'est un de mes meilleurs amis qui m'a donné l'exemple et c'est un exemple très pertinent. Nous tous, on va arriver en haut. Mais il y en a qui viennent, qui prennent l'ascenseur. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Ils vont arriver en premier. Mais quand tu prends les escaliers et que tu arrives, les gens ne remarquent pas. La première chose que tu fais, tu soupires. Ah. Après, ce qui suit, c'est Alhamdulillah ou bien dans ta, tu dis enfin je suis arrivé. Mais en cours de chemin, tu as trébuché, tu as eu mal, tu as réfléchi, tu t'es forgé mentalement, tu as voulu abandonner. Parce que descendre, c'est plus facile. Mais tu as tenu bon. Le gars là, demain, si l'ascenseur tombe en panne, il ne va jamais monter. Donc, c'est ça l'avantage que l'entrepreneuriat te donne. Et il faut accepter les risques. Moi, je te dis, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2009. J'ai galéré jusqu'en 2017. C'est que peut-être que Dieu a voulu comme ça. Mais j'ai tenu bon. J'ai tout entendu, tout vécu. Mais aujourd'hui, tu m'aurais dit que je serais dans le secteur là, je ne l'aurais jamais cru. Encore une fois, je n'ai pas fait de formation là-dessus. Sauf dernièrement. Les gens pensent que voilà quoi. Donc rien n'est impossible. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a une seule chose qui est impossible dans cette vie. C'est le fait de mourir et d'être ressuscité. Moi, tant qu'il y a une petite brèche, il y a une possibilité. Et il faut avoir la seule chose, les deux choses, je dirais. Mais même la seule chose, c'est quoi? C'est la foi. Que tu sois croyant ou pas, et la foi en Dieu. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il ne t'a pas dit prie et demande-moi. Il t'a dit demande-moi, je te donne. Après, la parole de Dieu est à méditer. Nous tous, on est des pécheurs. On a fait des erreurs. Mais parfois, Dieu te rend l'ascenseur d'une telle manière que tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La deuxième des choses, c'est la passion. Quand tu n'es pas passionné sur quelque chose, n'entreprends rien.
Va chercher du boulot. Moi, ce sont les deux choses. En tout cas, bon, tout en vous remerciant, on invite tout le monde à venir nous soutenir parce que encore une fois, c'est notre première édition et seul on peut rien faire. Mon grand-père me le disait, quand tu dois soulever un seau, tu ne peux pas soulever ça avec un seul doigt, pas avec les deux. Tu peux le soulever avec les 5 doigts. Tout ça veut dire que seul tu ne peux rien faire. Encore merci. C'est moi qui te remercie, mon Pathé Sow, d'être passé et de nous avoir partagé autant de valeurs. Et merci pour ton temps. Tu as un emploi du temps très, très compliqué. So, guys, merci et à la prochaine. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.